On va reprendre le cours et le fil de l'histoire de nos 20 ans d'expérience dans les espaces éthiques régionaux. Et donc, je vais appeler nos collègues des espaces éthiques qui veulent bien témoigner, et notamment l'équipe de Bourgogne-Franche-Comté avec Madame Aurélie Jeng, qui est ingénieure hospitalier, pour aborder la question d'une mission d'observatoire des pratiques en éthique en santé. Merci Aurélie. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, tout d'abord, un grand merci à l'équipe de Auvergne-Rhône-Alpes d'avoir proposé à l'espace éthique Bourgogne-Franche-Comté de partager son expérience sur cette mission d'observatoire des pratiques au regard de l'éthique. Et puis, un grand merci pour les 2 jours à venir. Alors, avant de vous présenter la manière dont nous sommes saisis en Bourgogne-Franche-Comté de cette mission observatoire, je voudrais déjà revenir en quelques mots introductifs sur ce que dit la loi. À propos de cette mission, si tu veux bien passer, Elodie, merci. Donc la loi de bioéthique de 2004, elle précise que les espaces de réflexion éthique, ils font, entre autres, parmi d'autres missions, également fonction d'observatoires régionaux ou interrégionaux des pratiques au regard de l'éthique. L'arrêté du 4 janvier 2012, qui est effectivement relatif à la constitution, à la composition et au fonctionnement de ces espaces éthiques régionaux, il définit quant à lui cette mission d'observatoire de la manière suivante. En tant qu'observatoire régional ou interrégional des pratiques éthiques inhérentes aux sciences de la vie et de la santé, l'espace de réflexion éthique recueille, dans le respect des règles relatives à la collecte de données à caractère personnel, toutes les informations utiles dans le cadre de ses missions. Voilà ce que dit la loi. Mais que recouvre au fond cette mission ? Comment l'interpréter, comment l'investir, comment la rendre finalement opérationnelle. En somme, comment faire en sorte qu'elle ait une plus-value pour les acteurs de terrain, mais aussi pour toucher le grand public, puisque c'est aussi une de nos missions en tant qu'espace éthique régional. Et c'est autant de questions qu'on a pu se poser entre 2012 et 2014 en Bourgogne-Franche-Comté. Et c'est en 2014 qu'on a lancé effectivement cette mission observatoire. C'était il y a tout pile 10 ans. Alors, cette mission d'observatoire, on l'a développée en Bourgogne-Franche-Comté avec un double objectif. Le premier, c'est de recenser et d'analyser les questions éthiques qui se posent effectivement pour les professionnels de santé, le monde du soin de manière générale, dans leur pratique quotidienne. Et puis le deuxième, effectivement, le second objectif, c'est d'avoir une connaissance de l'existant en matière d'instances éthiques locales, mais comme la plupart de nos collègues des espaces éthiques régionaux. Son premier objectif, c'est donc d'identifier autour d'un thème particulier les pratiques de soins et d'accompagnement qui donnent lieu pour les professionnels de terrain à l'émergence de problématiques éthiques. Alors pour ce faire, on mène des études principalement qualitatives qui mettent en lumière les questionnements et les enjeux éthiques auxquels sont confrontés, comme je vous disais, les professionnels du monde du soin, sans pour autant évaluer ou porter un jugement de valeur, bien évidemment, sur leur pratique de soins. Mais c'est plus pour dresser un espèce d'état des lieux objectif, en tout cas des réalités de terrain, au regard de l'éthique, avec une lecture effectivement éthique. On n'est pas non plus une équipe de recherche. Cette mission d'observatoire, ce n'est pas une mission de soutien à la recherche, en tout cas au sens strict du terme, même si la frontière elle est parfois mince. En effet, on ne répond pas à des appels à projets, on n'est pas rattaché, nous en tant qu'espace éthique, à une unité de recherche, et c'est en ce sens qu'on ne fait pas de la recherche au sens strict du terme. Parce que sinon, toutes nos activités de cette mission observatoire font effectivement, ça se rapproche de celles de chercheurs classiques, j'ai envie de dire. On va de la conception à la réalisation des études jusqu'à leur valorisation, et je vais vous en parler juste après. Je vais vous présenter rapidement les 7 thématiques qu'on a pu... donc on a fait 7 études en 10 ans. Comment on choisit nos thématiques ? Eh bien souvent c'est en lien avec les sujets d'actualité et le contexte politique et sociétal. C'est sur proposition de notre conseil d'orientation, c'est validé en équipe.
Alors, on a démarré il y a 10 ans avec la toute première étude, qui est encore aujourd'hui une étude phare, à l'espace éthique Bourgogne-Franche-Comté, et qui portait effectivement sur les problématiques éthiques liées à la prise en soin de la personne âgée dépendante. Et cette thématique du vieillissement, elle avait été choisie à cette époque en amont de la loi d'adaptation de la société au vieillissement qui était entrée en vigueur en janvier 2016. Entre 2016 et 2017, nous avons investigué les questions éthiques soulevées par les professionnels exerçant en psychiatrie générale. Et là, la thématique, elle a été choisie en référence à la loi de septembre 2013, qui est venue compléter celle de 2011, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques. En 2018, nous avons exploré la faible sollicitation des comités d'éthique locaux. C'est la fameuse étude Comet qu'on a pu mener, et ça, je vous en parlerai dans le second objectif de la mission tout à l'heure. Entre 2019 et 2020, on s'est intéressé aux enjeux éthiques de l'accès aux soins et à la santé des migrants dans notre région Bourgogne-Franche-Comté. Et ce choix faisait suite effectivement à l'avis 127 du CCNE, qui invitait à une réflexion à propos de la précarité à l'égard de l'accès aux soins de la population migrante sur le sol français. Entre 2020 et 2021, nous nous sommes penchés sur les questions éthiques qui se posent dans le parcours de soins des patients jeunes atteints de maladies neuroévolutives. Et là, pour le coup, on avait choisi cette thématique dans le cadre du plan maladie neurodégénérative 2014-2019. Il y a eu des assises régionales en fait à Dijon en septembre 2018, et l'ARS s'était rapprochée de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, donc de notre espace éthique, et effectivement, on avait eu un soutien financier pour mener cette étude. En 2022, nous avons étudié les motifs de réticence des soignants à la vaccination contre la Covid-19 et les questionnements éthiques que cela pouvait soulever, cette hésitation vaccinale. Donc là, ça faisait effectivement référence à la loi de 2021, du 5 août 2021, relative à la gestion de la crise sanitaire, par laquelle le gouvernement avait rendu la vaccination obligatoire, entre autres pour les professionnels de santé. Entre 2022 et 2023, on s'est intéressé au vacillement de l'engagement des médecins envers le service public hospitalier. Et là, pour le coup, ça a fait suite à l'importante vague de démissions des professionnels de santé dans le service public, en partie liée aux réformes de santé des 2 dernières décennies, et tout cela dans un contexte post-Covid très important. Et en cette fin d'année 2024, on n'a pas encore le visuel puisque l'étude démarre tout juste, on va travailler sur l'inclusion des enfants porteurs de handicap dans le milieu scolaire ordinaire. Alors là, c'est pareil, c'est sur proposition de notre conseil d'orientation, et c'est une étude qui fait suite au récent choix politique de scolariser 80% des enfants qui sont porteurs de handicap en milieu ordinaire, et toutes les questions effectivement éthiques que cela engendre pour les professionnels de santé, du médico-social, mais aussi les professionnels de l'éducation nationale. En ce qui concerne la valorisation de ces travaux, pour que vous compreniez effectivement la dimension après de cette mission observatoire, chaque étude a donné lieu ou donne lieu effectivement à un rapport d'étude, à une synthèse que l'on diffuse au niveau national, qui est disponible sur le site de l'espace éthique. Certaines études ont également fait l'objet d'articles, par exemple dans Santé publique, Éthique et santé, ou encore le journal des psychologues. D'autres études ont même donné lieu à des contributions écrites dans certains ouvrages. Chacune des études aussi a fait l'objet de communications orales et de posters aussi dans des congrès, dans des colloques. Donc on valorise aussi effectivement ces travaux à l'oral et à l'écrit par ces posters. Et puis, les travaux de l'Observatoire, ils sont aussi valorisés dans notre mission formation, qu'ont les espaces de réflexion éthique régionaux. Alors dans la mission formation initiale auprès des étudiants de médecine, les cours que l'on peut donner aussi aux paramédicaux, en IFSI notamment, on utilise effectivement les travaux de l'Observatoire, et puis on les utilise particulièrement dans les formations continues que l'on peut mener auprès des professionnels de santé. On a par exemple un module de sensibilisation à l'éthique clinique où on s'est inspiré, on l'a un peu spécialisé dans les questions éthiques de la personne âgée via justement
concernant cette étude que l'on avait menée en 2014. Et puis dernièrement, pour fêter nos 10 ans de cette mission observatoire, on a mis en place une exposition itinérante dans les centres de documentation universitaires de toute la région sur plusieurs mois. Effectivement, ça va permettre de sensibiliser les étudiants sur effectivement les 7 études que l'on a pu mener. Rapidement, peut-être aussi, pour vous parler de ce second objectif, qui est partagé aussi par tous les espaces éthiques, et c'est celui qui compte le plus dans Pyramide, c'est de recenser, d'observer, de suivre l'évolution des instances éthiques locales dans notre région. Donc finalement, on va dresser un panorama des comités d'éthique existants, mais aussi des projets de comités d'éthique, répertorier leurs attentes, leurs besoins. On va recenser aussi les sujets, les thèmes qui sont traités afin d'obtenir une couverture territoriale des questionnements éthiques qui se font à l'échelle locale. Le fait de recenser ces comités d'éthique locaux, ces instances éthiques dans tous les établissements de la région, ça nous permet de les mettre en lien, de favoriser aussi le partage d'expériences. Et puis enfin, ce travail d'observation, il va venir faciliter le repérage des zones blanches, c'est-à-dire les zones de notre région qui sont sous-dotées, ou voire pas du tout dotées, de comités d'éthique, et puis voir comment nous, on peut, espace régional, ressources régionales, essayer de pallier à ce manque. Je m'arrête sur l'étude Comet dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on a menée en 2018, et dont l'objectif était d'analyser l'origine de la rareté des saisines des comités d'éthique pour que vous compreniez le lien entre la mission observatoire et les autres missions de l'espace éthique. Cette étude, s'il te plaît, Elodie, cette étude Comet, ce qu'il faut en retenir, c'est 2 choses. C'était la nécessité de repenser le rôle et le fonctionnement des comités d'éthique classiques, habituels, et d'autre part, un besoin très fort des équipes soignantes d'une éthique de proximité. On nous a même parlé d'une éthique du quotidien, qui soit plus proche de leurs préoccupations, qui effectivement soit moins déconnectée de leur réalité de terrain, comme certains comités d'éthique peuvent l'être. Et une des réponses, en tout cas les réponses qu'on a pu effectivement formuler, c'était déjà de réintroduire de l'éthique clinique dans les comités d'éthique d'établissement, et puis aussi aller à la rencontre des équipes, des professionnels qui sont très souvent en difficulté et en souffrance face à des situations qui sont de plus en plus complexes. Et c'est comme ça qu'on a pu développer, nous, à partir de ces études observatoires et de l'observation de ces instances éthiques, une mission qu'on appelle soutien éthique, mais qui se faisait aussi dans le cadre de notre cellule de soutien éthique dont nous avions évoqué tout à l'heure. Donc on a développé effectivement de manière un peu plus officielle une forme d'aide à la création des comités d'éthique. En tout cas, les établissements qui souhaitent mettre en place un comité d'éthique peuvent faire appel à l'espace éthique régional, et je sais que les autres collègues le partagent aussi, ça. Alors avec des conseils, des ressources documentaires, mais aussi une journée de formation qui leur est dédiée. Et le second outil, c'est effectivement la mise en place, il y a quelques mois, d'une équipe territoriale ressources en éthique de la santé, ETRE, qui en gros est une équipe mobile d'éthique clinique qui se déplace dans toute la région, auprès de tous les professionnels, établissements sanitaires, médico-sociaux, même auprès des libéraux, avec effectivement objectif d'accompagner in situ les professionnels qui sont en difficulté. Alors, quel bilan on peut dresser à 10 ans ? C'est que cette mission d'observatoire, elle a permis, d'appréhender effectivement les questionnements et les tensions éthiques générés par certaines évolutions législatives sur les pratiques de soins et d'accompagnement, que ce soit en amont ou en aval de ces évolutions, d'informer les professionnels, les futurs professionnels de santé, lors des événements auxquels effectivement on peut participer ou qu'on organise, que ce soit à travers donc effectivement nos travaux écrits, mais aussi nos communications orales. Et puis, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer, cette mission observatoire, elle est venue aussi alimenter les autres missions de notre espace éthique. Finalement, c'est un peu une mission transversale. On vient de le voir avec la mission soutien éthique dont je viens de vous parler et ce projet ETRE, mais ça concerne aussi la formation, je vous l'ai dit, mais notre mission de documentation, puisque tous ces écrits, tous ces travaux, ce sont autant de ressources documentaires supplémentaires qui vont venir alimenter cette mission documentation et notre fonds documentaire en éthique de la santé.
quelle perspective pour la suite? J'ai envie de dire, c'est de continuer comme ça, de tenter de maintenir autant que faire se peut le choix effectivement de nos thématiques en lien avec l'actualité et le contexte politique et sociétal. Par exemple, l'idée là, ce serait de mettre en place une étude qui viendrait mesurer effectivement l'impact de la loi de bioéthique 2021 qui a autorisé la PMA pour toutes, voir l'impact que ça a eu sur les pratiques de soins des professionnels et voir les questions éthiques que cela soulève. Ou encore sur la loi sur la fin de vie, effectivement, si la loi évolue, ce serait aller d'observer comment ça se traduit pour les équipes sur le terrain et voir les tensions éthiques que cela peut poser. Et donc pour conclure, en 3 points, donc finalement après une réglementation qui nous est apparue comme assez floue, disons-le, en 2004, en 2012, la mission d'observatoire des espaces éthiques régionaux, elle peut finalement apparaître comme un véritable levier pour faire remonter les informations du territoire, les informations du terrain à l'échelle nationale, mais en corollaire et sur un plan plus pratico-pratique, ça pose la question, voire les questions de la personne ou même d'une équipe en charge de cette mission, des personnes qui soient formées aussi aux sciences humaines et sociales, pour mener ce type d'études, disponible sur un temps long. Quand on veut mener ce type d'études qualitatives, ça prend du temps. Donc finalement, quid des moyens humains et financiers qui vont être dédiés à cette mission. Et enfin, cela questionne aussi la frontière que j'évoquais précédemment entre observer et faire de la recherche. Mais ce point sera abordé, je pense, par Mylène Gouriot tout à l'heure. Merci de votre attention. Ça marche, je te rappelle. Merci Aurélie d'avoir partagé ce temps avec nous et de cette mission d'observatoire des pratiques qui nous a toujours beaucoup questionnés. Et je retiendrai bien l'histoire d'une mission transversale. Je trouve que c'était très intéressant que vous l'abordiez ainsi. Merci à l'équipe de Bourgogne-Franche-Comté. Alors on va revoir un petit peu le programme parce que comme vous le voyez depuis ce début d'après-midi, on roule un peu à contre-temps. Donc on va finir par une dernière intervention avec nos collègues de l'Île-de-France qui vont venir présenter leur thématique. Je vous laisse le... Merci. Bonjour et merci de nous donner la parole pour revenir sur l'expérience de l'Espace éthique Île-de-France sur le sujet des consultations lycéennes qu'on a menées ces dernières années. Moi, je suis Alexis Riapoulet, je suis assistant hospitalo-universitaire à l'Espace éthique Île-de-France et je vais vous parler du dispositif, en particulier de la méthodologie de consultation qui a été mise en place. Et puis ensuite, je passerai la parole à Robin Michalon, qui est chargé au débat public l'Espace éthique Île-de-France depuis septembre 2024, qui vous proposera un retour plus réflexif sur les objectifs de ces concertations. L'idée de faire des consultations lycéennes est née dans la suite des états généraux de la bioéthique dont on a beaucoup parlé tout à l'heure, 2018-2019, où il y a eu beaucoup de débats qui ont été menés dans les espaces éthiques et à l'initiative et même plus qu'à l'initiative, portée tout du long brillamment par Sébastien Claes, qui était à l'époque chargé du débat public justement à l'espace éthique, que je crois pour beaucoup d'entre vous connaissez bien et que je remercie. Alors, on a fait 2 consultations sur 2 thématiques différentes. La première en 2021-2022 sur l'édition du génome, dans le contexte croissant de développement, en particulier des outils de manipulation génétique, le plus connu étant CRISPR-Cas9, qui a posé beaucoup de questions et qui continue d'en poser. Et puis, une deuxième consultation l'année suivante, 2022-2023, sur la fin de vie, dans le contexte que je pense vous connaissez bien et on en a déjà parlé, de l'avis 139 du CCNE, de la Convention citoyenne sur la fin de vie, du projet de discussion d'une dépénalisation de l'euthanasie et ou de l'assistance au suicide à l'Assemblée nationale, puis qui a été interrompu en juin dernier au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale. Le dispositif en lui-même, on a recruté dans 4 lycées différents par des réseaux personnels et professionnels. Alors le lycée Jeanne d'Albret à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines, le lycée Henri IV à Paris, le lycée Pierre-Gilles de Gênes à Paris et le lycée Montesquieu au Plessis-Robinson dans les Hauts-de-Seine,
pour la première consultation édition du génome, qu'on a remplacée dans la deuxième par le lycée Jean-Hanchel en Seine-et-Marne, avec cette idée d'ouvrir aussi à des lycéens qui venaient de lycées moins favorisés, puisque Henri IV et Saint-Germain-en-Laye, ce n'est pas exactement les lycées les plus défavorisés de l'Île-de-France. Et donc ça nous semblait important aussi d'avoir d'autres voies. Mais Robin va sûrement revenir là-dessus. Les profils des lycéens, en majorité des lycéens de terminale générale ou ST2S. Donc ST2S, c'est sciences et technologies de la santé et du social. Donc pour beaucoup des futurs soignants, et même des futures soignantes, c'est des filières très féminines. 31 élèves recrutés pour la première consultation sur l'édition du génome. La deuxième, plus de succès, 47 élèves pour la fin de vie. Est-ce que je passe tout de suite à la suite ? Alors non, je voulais juste vous dire, donc, à propos de la méthodologie de consultation. Ce que Sébastien Claes avait fait, c'est qu'il avait vraiment explicité dans une charte la méthodologie de consultation, qu'il a ensuite suivi à la lettre avec les lycéens. Première chose, la sélection des lycéens sur volontariat, dans les 4 lycées identifiés. Ensuite, deuxième étape, la constitution d'un dossier documentaire, dont on a ramené plusieurs exemplaires du dossier et des résultats des consultations. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir les consulter, voire les emmener dans vos espaces éthiques correspondants. Donc d'un dossier documentaire d'une dizaine de pages, construit par l'équipe de l'espace éthique Île-de-France, avec l'idée que pour bien débattre, il faut aussi assez rapidement monter en compétences, avoir des données, comprendre les enjeux, la loi, avoir des pistes de problématisation. Et puis ensuite la consultation en elle-même, 4 sessions, le mercredi après-midi, de 3 heures, avec des objectifs différents. Le premier atelier de 3 heures, c'est des conférences introductives pour reprendre le dossier documentaire et vraiment gagner en connaissances et en compétences. Et dans la deuxième partie de la première séance, tout de suite, travailler en petits groupes de travail, souvent 4 groupes de 5 à 10 lycéens, qui identifient les thématiques qui les intéressent et qu'ils veulent approfondir. Les thématiques qui pensent être celles sur lesquelles il faut réfléchir et débattre des enjeux éthiques. Deuxième atelier, une fois les thématiques identifiées, on se retrouve pour 3 heures, c'était souvent 4 semaines d'affilée, donc le mercredi suivant, pour faire des propositions, et vraiment propositions au sens syntaxique, c'est-à-dire des phrases qui sont libres, qui peuvent être contradictoires entre elles, si le groupe il est incertain ou si le groupe est divisé. L'idée était vraiment de ne pas annuler tout dissensus. On ne cherchait pas absolument à ce que tout le monde soit d'accord, on ne cherchait pas à masquer les désaccords, et je vais vous montrer ce que ça peut donner. Puisque dans la 3e et la 4e séance, les lycéens se retrouvaient tous en plénière et débattaient, discutaient, amendaient les propositions qui avaient été faites dans chacun des groupes. Alors, on ne va pas tout lire, mais c'est pour vous dire à peu près le type de texte qu'on peut trouver dans le produit final. Alors par exemple, sur la fin de vie, pour les mineurs, l'ouverture de la procédure de demande d'aide à mourir peut s'effectuer sans l'accord parental à partir de 16 ans. Ça, c'est la proposition. Première chose, on demande au groupe de lycéens qui a émis cette proposition de l'expliquer, d'expliquer l'esprit de la proposition. Donc il nous explique, on ne voulait pas interdire à quelqu'un qui a moins de 16 ans, qui est proche de la majorité, on ne voulait pas non plus dériver dans l'accès à tous les mineurs, donc on s'est dit 16 ans, ça peut être pas mal. Et puis ensuite, on discute. Je vous résume, mais la première discussion, la première tentative d'amendement, c'est de dire, c'est quand même bizarre en fait un critère d'âge, parce qu'à 16 ans, il y a des gens très mûrs pour prendre cette décision, il y a des gens qui ne le sont pas, donc moi, ça me gêne de dire qu'on fixe un critère d'âge strict pour ouvrir ce droit-là. Quelqu'un souligne aussi qu'il peut y avoir une forme d'incohérence de descendre à 16 ans. En bas à gauche, vous voyez, ce qui me paraît un peu fou, c'est qu'à 16 ans, on n'a pas le droit de boire, on n'a pas le droit de conduire, on n'a pas le droit de voter, mais on aura le droit de choisir de mourir. Donc ça, c'est le type de discussion qu'ils peuvent avoir. Et puis ensuite, assez rapidement, ils se rendent compte qu'ils sont assez d'accord pour que globalement les mineurs aient accès à un droit s'il y a une aide à mourir qui est dépénalisée, mais là où ils ne sont pas d'accord, c'est sur la place de l'accord parental. Et donc la discussion va s'orienter plutôt là-dessus. Et dire, le critère d'âge, ce n'est pas tellement le critère d'âge d'avoir accès, mais le critère d'âge
à partir duquel on peut s'émanciper ou non de l'accord parental pour demander une aide à mourir si jamais on est dans une situation de fin de vie. Donc je vous passe l'ensemble des discussions, mais à la fin, ils en arrivent à des propositions de reformulation où ils vont dire l'aide à mourir est autorisée pour les mineurs avec un accord parental. L'ouverture de la procédure de demande d'aide à mourir pourrait s'effectuer sans l'accord parental à partir de 16 ans. Et toujours dans cet esprit de garder le dissensus, si on n'a pas réussi à arriver à un compromis ou un consensus, deuxième proposition, complètement contradictoire, l'aide à mourir est autorisée pour les mineurs avec accord parental jusqu'à 18 ans. Et finalement, la seule chose sur laquelle ils sont, semble-t-il à peu près tous d'accord, c'est que l'aide à mourir devrait être autorisée pour les mineurs si les critères sont bien définis et spécifiques. Donc ça, c'était pour vous donner un exemple. Donc comme je disais, il y a 2 productions qui ont été faites, une sur l'édition de Génome, une sur la fin de vie. Et à la fin de tout ça, c'est pas les élèves qui l'ont fait, mais Sébastien Claes lui-même a fait un travail analytique qu'il a appelé cartographie des controverses. On rentre pas dans le détail, c'est dans les bouquins. Où il a essayé de cartographier les grandes questions qui se sont posées, les liens qui ont été faits entre eux. Il a fait ça à la fois pour le génome et pour la fin de vie, mais je ne rentre pas dans le détail et je passe la parole à Robin. Alors, merci de l'invitation et de nous donner la possibilité de présenter l'initiative. Donc je suis arrivé en septembre, j'ai une position un peu particulière, je vais me concentrer un peu sur ce que moi je retiens des propositions qui ont été faites par Sébastien Claes au cours des concertations précédentes et ce qu'on projette de faire pour l'année 2024-2025. Je précise tout d'abord qu'au sein de l'espace éthique Île-de-France, nous travaillons actuellement à une restructuration du pôle des débats publics qui vise à adapter nos propositions à différents terrains. Nous travaillons donc à 4 espaces de débat avec leur programme et leur logique propre. Le premier, c'est les débats grand public, qui sont ouverts à tous et à toutes sur des questions de société. Le deuxième, c'est les débats exploratoires, qui sont ouverts à toutes celles et ceux qui souhaitent ouvrir les débats là où il n'en existe pas encore. Il y a un pôle spécifique de débat pour les soignantes et les soignants, pour des discussions de problématiques transverses dans le champ du soin et de l'accompagnement. Donc vous voyez que chez nous, ça s'est rapproché du pôle débat public. Et finalement, ce qui nous intéresse ici, à savoir les débats lycéens et lycéennes. Je vais changer de slide. Donc, concernant le travail au sein des lycées, nous sommes repartis des initiatives présentées par Alexis pour essayer de repréciser les différentes visées des ateliers de débat lycéens tels qu'ils ont été organisés à l'espace éthique Île-de-France. À quoi ça sert tout ça ? En l'occurrence, il semblerait que 3 visées dans l'organisation de ces débats ressortent. Une visée consultative, une visée d'innovation et une visée qu'on va dire pédagogique. Je précise d'emblée que ces 3 visées ne semblent ni exclusives ni contradictoires, mais nous verrons à la fin de cette présentation qu'il est tout de même possible d'accentuer l'une ou l'autre en fonction de leur pertinence dans un contexte donné. Et pour les observateurs et observatrices les plus affûtés, vous verrez que ces 3 visées correspondent aussi à 3 conceptions de la démocratie. Bref, je ne vais pas élaborer. Concernant la visée consultative, elle renvoie à la volonté de savoir ce que pense un groupe de personnes sur une question donnée, à sonder son opinion. Cette visée consultative est très importante dans un contexte de démocratie représentative. Elle renvoie d'emblée à la notion d'opinion publique. Une notion dont on sait, grâce à de nombreux travaux de sociologie et de philosophie, qu'elle pose 2 problèmes méthodologiques. Le premier est celui de la présupposition de l'existence d'une opinion, car il y a bien sûr un risque propre en fait à toute activité de sondage qui consisterait à présupposer que les personnes sondées ont une opinion formalisée sur le sujet en question. En l'occurrence, dans le dispositif mis en place à l'espace éthique Île-de-France, au cours des années précédentes, cette difficulté a été en partie contournée par l'atelier d'information et de définition des thématiques via la rencontre avec des expertes et des experts. Celle-ci a permis aux lycéens et lycéennes de se familiariser plus en détail avec le sujet et donc de constituer un positionnement à partir des informations données et en fonction de leurs intuitions morales propres. Ceci fait tout de même reposer, et c'est important, un poids sur les épaules des expertes et des experts qui viennent dans les lycées, car ils doivent eux-mêmes essayer de dépeindre des tensions éthiques en des termes qui permettent à chacun de penser son positionnement. Le deuxième problème méthodologique est celui de la représentativité. Que peut-on dire à grande échelle à partir de consultations lycéennes sur un petit échantillon ? Sur ce point, il s'agit probablement de rester humble, tout en ne cédant pas à l'idée qu'une consultation qualitative, même sur un petit échantillon, ne nous dit rien sur ce que peut penser le corps social français. Pour reprendre la formule de Sébastien Claes en introduction du 2e volume, si notre consultation n'est pas représentative, elle est toutefois significative.
La deuxième visée, c'est donc une visée d'innovation. Je regrette un peu l'usage du terme innovation finalement, et peut-être que le plus juste serait celui d'inventivité. C'est-à-dire, le présupposé ici, c'est qu'en reposant des questions à de nouvelles personnes, on obtient de nouvelles réponses, ou tout du moins une reformulation des questions initiales. Des réponses et des questions transformées par l'histoire de vie des personnes, leur socialisation, leur expérience, leur façon de voir le monde, et par l'appartenance à une génération particulière. Autrement dit, si la première visée pose la question de ce que pensent les lycéens et les lycéennes, la deuxième pose la question de comment la façon dont les lycéennes et les lycéens pensent ces questions éthiques permet de transformer le débat de ces termes et de ces issues potentielles. La nature d'une invention éthique dans le cadre d'un débat lycéen, elle peut être multiple. Ça peut être une idée complètement innovante, même si la situation est probablement rare. Ça peut être des nouvelles formulations, comme on l'a vu avec l'exemple d'Alexis. Ça peut aussi simplement être un reformatage du poids qui est donné à certaines des propositions les unes par rapport aux autres. Donc il semble assez clair que dans le cas des deux initiatives présentées par Alexis, c'est cette visée qui est la plus mise en avant, notamment dans les modalités de reformulation que vous avez vues. Il est d'ailleurs intéressant que dans le cahier débat public numéro 2, la conclusion souligne une différence de positionnement entre les lycéens et les avis du CCNE. Je vous laisserai le lire pour vous faire un avis sur les tensions que ça peut générer. La question de la réappropriation et de la transformation des questions et des réponses pose indéniablement celle de la formalisation, de la circulation et de l'impact des propositions issues des ateliers. Il ne faut pas que ces documents restent lettres mortes, sinon ça n'a absolument aucun sens. Pour le moment, nous n'avons que peu d'informations finalement sur qu'est-ce que ces documents deviennent, mais je pense que c'est un point très important dans le cadre de notre mission de débat public dans les espaces éthiques régionaux de manière générale. La troisième visée finalement, c'est la visée pédagogique. Celle-ci décale le regard par rapport aux deux autres, puisque la production même des ateliers n'est plus tant du discours formalisé sous la forme d'opinion ou de proposition, mais bien l'acquisition par les lycéennes et les lycéens, et potentiellement par les intervenantes et intervenants, de nouveaux savoirs et de nouvelles compétences. De quels savoirs et de quelles compétences on parle ? Il y a d'abord l'apprentissage de l'enquête, évidemment, sur des questionnements éthiques, à qui on peut poser des questions, qu'est-ce qu'une source et une information fiable, comment jauger des informations que l'on rassemble pour se poser des questionnements éthiques. La deuxième, c'est un apprentissage de la discussion et du débat. Alexis a insisté sur la charte de discussion qui était présentée et sur sa mise en exercice dans le cadre des ateliers. Et la dernière, j'insiste sur celle-là, c'est sûrement une familiarisation avec les différentes formes que peuvent prendre des problèmes éthiques. Discuter des conséquences de l'implémentation d'une innovation technologique, ce n'est pas la même chose que de discuter de situations de refus de soins ou des enjeux politiques associés aux inégalités sociales de santé. Chacun de ces sujets implique différemment des jeux de valeurs contradictoires qui, dans un contexte donné, structurent le débat public. Sur ce dernier point, il semble important de préciser que ces ateliers sont aussi une opportunité à saisir pour préciser des points pédagogiques propres au cursus des lycées. Au cursus des lycéens et des lycéennes, en philosophie, en histoire, en sciences économiques et sociales, en SVT. Bref, autant d'apprentissage dans le développement de jeunes citoyennes et citoyens. Pour l'année à venir, au moment de se poser la question de la suite des débats lycéens pour l'année 2024-2025, nous avons opéré un premier constat. Cette année ne semble pas marquée par un moment spécifique de consultation nationale dans lequel aurait pu s'inscrire notre initiative. Il devient donc nécessaire de changer de logique, au moins pour cette année, dans l'organisation. Et donc, on va explorer l'idée qu'on pourrait accentuer la troisième visée, à savoir la visée pédagogique. Cet axe pédagogique change un peu le modus operandi et la finalité des ateliers de débat. En termes de modalités, elle implique notamment de s'associer à d'autres acteurs, comme le rectorat ou les branches franciliennes des associations de professeurs dans le secondaire, en philosophie, en économie, en sociologie, en histoire. Le but de passer par ces institutions, c'est aussi d'essayer de toucher des lycées plus éloignés de nos réseaux et d'avoir une diversité plus nette de profils, particulièrement dans des filières technologiques d'accompagnement à la personne qui, pour le moment, étaient peu représentées dans les débats. En termes de livrables produits, si nous comptons bien à nouveau publier des documents comme ceux qu'a présenté Alexis, il s'agit
il s'agit aussi de proposer des corpus documentaires pédagogiques, audiovisuels et textuels qui permettront de reproduire ces ateliers de débat au-delà de l'initiative elle-même. Ces corpus qui, et l'initiative serait intéressante si on la pousse jusqu'au bout, seront composés au cours des ateliers par les intervenantes et les intervenants, mais aussi par les lycéens ou les lycéennes, ou tout du moins modifiés par ce premier crash test, entre guillemets, qui aura lieu dans les lycées au cours de l'année 2024-2025. En termes de thématique, nous avons décidé de nous pencher sur un type de problème éthique spécifique, celui de l'allocation des biens rares, c'est-à-dire des situations où une priorisation, un triage se fait nécessaire, même si difficile éthiquement. Les exemples sont nombreux, le don d'organes, l'accès aux médicaments et dispositifs fortement coûteux, les interventions médicales dans les situations de désastres climatiques, de conflits armés ou de pandémies, l'allocation de ressources environnementales dans des contextes de désertification, etc. Il ne s'agira pas bien sûr de tous les traiter, mais de prendre 2 ou 3 exemples à partir desquels composer les corpus dont j'ai déjà parlé. Chacun de ces corpus autour d'une thématique précise, mettons par exemple le don d'organes, sera appuyé en priorité par l'expérience pratique de professionnels de terrain ou d'acteurs du monde associatif ou même de personnes malades. Et c'est à partir de chacun de ces cas concrets qu'on va pouvoir réussir à amener vers une approche pédagogique, par exemple en philosophie, sur les différentes philosophies utilitaristes qui proposent des propositions, qui proposent des modalités, des critères plus ou moins justes de répartition des biens rares. Le choix de cette thématique se justifie d'ailleurs par la montée croissante d'un impératif de restriction de moyens, de la montée croissante aussi d'un impératif de sobriété face aux enjeux climatiques et environnementaux et de préoccupations toujours présentes pour une allocation juste des biens rares. Il s'agit aussi d'une thématique richement explorée en philosophie de la médecine, notamment depuis 2014 par Céline Lefebvre, Guillaume Lachenal et Win Kim Nguyen. Il présente aussi l'avantage, et je conclurai là-dessus, de pouvoir étudier la très grande diversité des logiques de répartition, tirage au sort, premier arrivé, premier servi, évaluation au mérite, évaluation de l'utilité sociale, de la perte de chance, etc. Ainsi que les modalités pratiques de détermination de ces critères, comité citoyen, comité expert. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Restez là, peut-être on va faire un débat. On va proposer un temps d'échange, si vous êtes d'accord, si Aurélie, vous vouliez bien revenir. Merci à vous, à vos 2 espaces éthiques d'avoir relaté cette expérience. Alors je veux simplement dire que, en accord avec l'équipe de la CNRR, l'intervention de Mylène sera proposée vendredi matin lors de la conférence, lors de l'Assemblée générale de la conférence de la CNRR. Voilà. Donc on va laisser la parole à la salle. J'avais simplement moi une question pour débuter peut-être auprès de l'équipe d'Île-de-France. J'étais très intéressée par la notion de cet observatoire, pas de cet observatoire, pardon, de ce débat exploratoire. Comment repérez-vous ces débats exploratoires et dans quels sont les moyens ? Alors, en l'occurrence, le débat exploratoire qu'on va mettre en place, il se concentre sur la notion de mort. Ça part du constat que si la fin de vie et la légalisation de l'aide à mourir a occupé énormément de place dans le débat public, finalement, il y a peu de recherches en philosophie fondamentale exposées au grand public sur la question de comment on définit la mort et surtout de comment on marque le point d'irréversibilité, c'est-à-dire le début du processus de mourir. Alors qu'en fait, il y a des enjeux éthiques assez clés. Ce moment d'irréversibilité, il n'est pas atteint partout au même moment, en fonction des ressources à disposition, en fonction de biais culturels, sociologiques. Voilà. Comment est-ce qu'on est tombé là-dessus ? En fait, c'est un peu un pari. C'est aussi le constat sur ces débats exploratoires. C'est que c'est une arène à l'intérieur de laquelle notre intuition nous porte à penser qu'il y a des questions éthiques qui ont besoin d'être formulées, mais que, faute d'un débat public, elles ne le sont pas encore. Voilà. Ça peut ne pas fonctionner. C'est le jeu. C'est exploratoire, exactement. Des questions dans la salle, s'il vous plaît ? Vous êtes silencieux.
Alors peut-être pour compléter sur la question de cette mission d'observatoire des pratiques, est-ce qu'aujourd'hui, la façon que vous avez eu de nous le présenter, vous avez l'impression qu'on est dans une définition qui serait la plus proche de ce que la législation nous donne à voir dans notre définition des missions de l'espace éthique. Donc, est-ce que finalement, comme il y avait peu de définitions au départ, est-ce qu'il vous semblerait possible de pouvoir proposer une précision aussi développée que celle que vous avez fait? Peut-être on pourra écouter nos collègues des autres espaces éthiques sur l'expérience qu'ils ont par rapport à ça. Mais pour le coup, comme vous l'avez dit et comme je l'ai rappelé, c'est vrai que la loi, elle était très, très floue, très, très vague. Finalement, ça offrait une possibilité aux espaces régionaux de la développer de manière assez libre. Donc à la fois c'est perturbant parce que on se dit qu'est-ce qu'on fait, et en même temps c'est une chance parce qu'on peut aussi développer tout un tas d'outils intéressants. Nous en BFC, c'est vrai qu'on a fait le choix parce qu'on a une équipe qui est axée sur les sciences humaines et sociales. Moi je suis sociologue de formation, on est plusieurs dans l'équipe à être sociologue, donc forcément on s'est tourné très rapidement à l'époque sous la direction de Régis Aubry sur des études qualitatives en éthique de la santé. Mais ce second objectif dont je parlais aussi, qui est d'observer les comités d'éthique locaux, et là je pense que les collègues pourront en parler, on le fait tous et c'est aussi fondamental, et je pense qu'avec ces deux aspects-là, mais même ne serait-ce qu'en observant les comités d'éthique sur nos territoires à toutes et à tous, on arrive à avoir les informations du terrain, ça se recoupe avec les autres missions, et je pense que cette mission, moi, elle est complète ainsi. Après on pourrait peut-être encore plus innover, mais je pense que c'est déjà pas mal, quoi. Oui, Mylène Gouriot, donc coordinatrice de l'espace éthique de Normandie et coordinatrice associée à la CNRR. Merci beaucoup de votre exposé. Moi, j'ai toujours un grand plaisir à voir exposer l'expérience des autres avec un peu de temps en plus pour débattre après et pouvoir se poser des questions. Ma question, alors la première chose, c'est que merci Paris, parce qu'effectivement, on parle d'avoir une initiative un peu plus nationale sur les débats lycéens. Est-ce que le fait qu'il y ait des ouvrages et des publications, ou en tout cas des traces du débat public avec une méthodologie, vous allez voir où je veux en venir, ça permet effectivement à ceux qui initient ce type de débat, notamment dans les lycéens, de s'inspirer. Bon, et moi, je suis toujours partante pour ça au niveau des RR. C'est pas la peine qu'on fasse 10 fois le travail quand il y en a qui sont très avancés sur un sujet. Donc, s'inspirer de la méthodologie que vous avez mis en place, c'est ce que je compte faire en Normandie, très clairement. Donc, merci pour ça. Ça permet aussi d'homogénéiser à travers les RR les productions pour éventuellement faire des synthèses au niveau national. Ma question s'adressait plutôt à Aurélie. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir une méthodologie que je trouve toujours très carrée chez vous et qu'on essaye aussi de mettre en place, tu le sais bien, à l'espace de réflexion éthique de Normandie, est-ce que tu penses que justement c'est important, notamment pour pouvoir mettre en commun les travaux sur des thématiques qu'on aurait, je dirais, qui seraient transversales aux RR? Et le fait qu'il y ait une méthodologie, est-ce que ce n'est pas justement une façon d'homogénéiser les travaux et de pouvoir communiquer entre RR? Ce sera plus simple. Oui, c'est bien. Est-ce que ta question, elle vise à se dire qu'on pourrait peut-être faire des études communes entre régions et que les méthodes qu'on va utiliser, moi c'est toujours ce qui me fait peur, c'est-à-dire que je trouvais ça à la fois très intéressant qu'entre espaces éthiques régionaux, on partage comme ça des sujets d'études, et en même temps on voit déjà à notre échelle à nous comment c'est compliqué de mettre en place une étude qualitative qui a une dimension déjà régionale avec les entretiens, etc. Donc j'ai envie de te dire, oui en théorie, en pratique ça m'inquiète un tout petit peu sur comment on va procéder. C'est pas tout à fait ça. Ça peut être ça, bien sûr. Après, c'est pas nécessairement, j'en parlerai de Panthère, c'est pas nécessairement à cette échelle-là. On avait mobilisé 6 RR, ça a été assez compliqué. Mais c'est aussi le fait d'abord de pouvoir, par exemple, travailler à 2 RR. Ne serait-ce que ça. Oui. Mais c'est surtout qu'en ayant une méthodologie commune à l'intérieur de chacun de nos RR, ça permet de fédérer le travail quand bien même on le ferait seul. Oui. C'est l'intérêt, c'est la question que je te pose par rapport aux méthodologies. C'est-à-dire que, comme tu le dis, la frontière, elle est très faible avec, je dirais, l'aspect scientifique parce que vous avez une méthode.
une méthodologie qualitative qui répond à des normes, qui répond et qui nous permet d'ailleurs de publier dans des revues à impact factor, etc. Le fait d'avoir des méthodologies communes, est-ce que ça nous permettrait de mieux fédérer nos travaux ? Alors là, oui, pour le coup, la réponse, oui, bien évidemment. Mais c'est pour ça que j'avais fait le lien aussi avec toi. J'avais pas compris que tu ne ferais pas l'intervention juste après. C'était pas prévu. Et en fait, c'est pour ça que je faisais le lien entre cette frontière qui est mince entre notre travail d'observatoire et finalement cette mission de soutien à la recherche qui est effectivement définie dans les espaces de réflexion éthique régionaux. Nous, on a le sentiment effectivement de faire, j'ai envie de dire, de la recherche en éthique de la santé. Et en même temps, je le disais, on n'est pas une équipe de recherche, on ne répond pas à des appels à projets. On a des méthodes, comme tu l'as dit, solides. Et effectivement, en les mutualisant, oui, complètement. On peut tout à fait partager les travaux et les valoriser ensemble. Ouais. Merci beaucoup. Donc bonjour, je m'appelle Maëline, je suis lycéenne et donc ma question ça s'adressait plutôt par rapport à la mission observatoire. En fait, est-ce que c'est vous disiez que la loi elle était un peu floue par rapport à la loi, il me semblait que c'était bioéthique et de 2021 et donc ma question c'était est-ce que vous êtes en rapport avec l'Assemblée nationale, est-ce que est-ce que vous changez les lois avec l'Assemblée nationale en quelque sorte ou pas du tout? Alors via cette mission d'observatoire, non, on n'est pas en lien et on ne change pas les lois. Par contre, ce que j'ai essayé de démontrer là, c'est comment les espaces régionaux, au travers de leur mission, alors là moi effectivement j'ai présenté celle de l'observatoire, mais rencontres, échanges ou débats publics, en tout cas toutes nos missions en tout cas ont vocation à faire remonter les éléments du terrain au niveau national. Après aux décideurs de s'en saisir ou non, j'ai envie de dire. D'accord, merci beaucoup. Pourtant si, je crois. Je suis chargée à bloc, mais pas de micro. Oui, pour répondre, juste pour prolonger justement la réponse à la question, en fait, les espaces éthiques, à travers notamment leur communication avec le Comité consultatif national d'éthique, ont une influence effectivement sur notamment le fait qu'ils soient observatoires du terrain. Et c'est notre collaboration avec le Comité consultatif national d'éthique qui nous permet d'avoir une visibilité éventuellement justement dans les projets au niveau national et notamment à l'Assemblée comme tu l'évoquais. Bonsoir, Véronique Vauchel, je suis médecin et présidente du comité d'éthique dans mon établissement. C'est pas vraiment une question, c'était plutôt un témoignage, une admiration par rapport à ce que vous proposez et notamment l'étude post-loi pour la PMA. Je trouve ça vraiment extrêmement intéressant et j'ai envie de le proposer au sein de ma structure dans le service d'Institut Rhône-Alpin de procréation médicalement assistée. Et puis aussi, en fait, de pouvoir constater que vous faites des études de terrain, notamment en ce qui concerne les comités éthiques en local, et ce qui vous permet justement de proposer quelque chose de façon très pragmatique et de venir soutenir au sein de ces comités locaux votre expertise en éthique. Donc, c'était juste pour vous témoigner mon admiration. Merci beaucoup. Bonjour, Myrena Maglio, chargée de mission à l'Observatoire des pratiques éthiques en Ile-de-France depuis juin. Et donc j'avais deux questions par rapport à l'Observatoire que vous menez, parce qu'on retrouve de plus en plus de questionnements de la part des associations qui ont des questionnements éthiques ou aussi dans des professionnels de domicile. Vous avez beaucoup souligné les professionnels de santé. Mais aujourd'hui, on voit cette émergence des questionnements des associations. Il y a beaucoup de ces questionnements. Donc, comment vous faites attention à cela, comment vous occupez de ces questions des usagers aussi, on peut dire. Et l'autre question que j'ai, vous dites, oui, il faut réintroduire l'éthique clinique. Donc l'idée, c'était d'aller à l'encontre des personnes de terrain et de soutenir lorsqu'il y a des questionnements éthiques des équipes. Donc ma question, c'est effectivement là, quel lien il y a avec les cellules de soutien éthique ou avec les consultations d'éthique clinique, je ne sais pas si existent dans votre région,
Et donc, effectivement, comment vous faites le lien, comment vous divisez les missions, voilà. Voilà. Merci. Alors, pour répondre à votre première question sur le public, hein, c'est ça finalement de nos études. Alors, effectivement, on est malheureux. Enfin, j'ai envie de dire, on a eu pour habitude d'être très sanitaire-centré, hospitalo-centré hein, dans nos discours. On s'est tourné de plus en plus vers le médico-social et davantage vers le social. Et on a de plus en plus de demandes du secteur social et des associations. Et vous avez raison de le souligner. Et on essaye, autant que se faire se peut, de s'ouvrir à ce public-là et de mettre en place de futures études. Après, comme je le disais, hein, les études, elles se font aussi au regard du contexte politique-sociétal, de notre conseil d'orientation. Donc on ne fait pas toujours comme on veut, même si on valide les études, puisque c'est nous qui les menons. En tout cas, on a un intérêt, en tout cas, on va avoir un point de vigilance, effectivement, pour répondre de plus en plus à ces demandes. Sur votre deuxième question, sur le fait de faire de l'éthique clinique et de se rapprocher des équipes de terrain, dans notre région Bourgogne-Franche-Comté, on n'a pas de comité d'éthique clinique au sens qui se déplace, comme je sais que ça existe à Bordeaux, etc. Il y a des comités d'éthique qui font de l'éthique clinique, bien évidemment et heureusement, mais cette notion mobile qu'a pu mettre en avant l'étude Comet quand je l'ai menée en 2018 sur ce besoin des professionnels d'avoir quelqu'un in situ, mais aussi quelqu'un effectivement de l'extérieur de l'établissement qui apporte un regard nouveau, neuf, encore une fois qui va aider à la réflexion et accompagner une équipe en difficulté. Ça n'existait pas et c'est pour ça qu'on a mis en place cette équipe mobile pour lequel on a eu, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, pardon, un soutien financier de notre ARS. On est allé les voir puisque l'équipe elle se déplace à l'échelle régionale. C'est pas juste dans nos établissements ou dans nos centres hospitalo-universitaires. On va effectivement dans tous les établissements quand on est appelé. Alors bien évidemment, il y a une analyse de la recevabilité de la situation. On ne répond pas oui à tout le monde. Mais en tout cas, quand il y a un caractère éthique, si je puis dire comme ça, de la situation qui pose un problème à un moment donné, là, notre équipe mobile va se déplacer, quel que soit effectivement l'endroit. J'ai répondu à votre question, c'est bon ? Donc on vous remercie Île-de-France et Bourgogne-Franche-Comté pour votre partage d'expérience. On avait ramené la doc. Ah ok, c'est bon.